Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux, ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. En réalité, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'Afrique. Un moment où, malgré l'appétit de plus en plus vorace des grandes puissances, qui ont plus que jamais besoin de nos matières premières et de l'immense marché que nous représentons, sont fragilisés à la fois par le contexte géopolitique, mais également par la prise de conscience de la jeunesse africaine qui n'entend plus se faire marcher sur les pieds. L'Afrique de papa a laissé place à une Afrique plus avisée et plus jalouse de ses intérêts. Mais cette prise de conscience doit s'appuyer sur un projet de société clair, efficace et organisé. Cette nouvelle... Lorsque l'on parle du mal dont souffre l'Afrique, on a tendance, notamment en zone francophone, à ne penser qu'à la politique, à la gouvernance, aux institutions. Pourtant, le chantier est vaste, il est interminable, il est juste titanesque. À Mansa, conscient que nous ne pouvons aborder dans l'immédiat tous les sujets auxquels l'Afrique fait face, nous avons d'abord circonscrit l'espace géographique par lequel il fallait commencer. Lorsqu'une maison est sale et qu'il faut la nettoyer de fond en comble, il faut bien commencer par une pièce. C'est une pièce après l'autre que l'on nettoie. Ceci qui explique le choix, dans un premier temps, de la zone géographique dite francophone, celle qui nous paraît la plus en retard, avec la même problématique, les mêmes tares. En caressant l'espoir que nous vivrons, en tout cas, Mansa se poursuivra suffisamment longtemps pour faire ensuite la jonction avec les autres régions dites anglophones, lusophones et autres. Parce que nous sommes conscients qu'il faut sortir des programmes d'urgence, des stratégies à court terme qui ne donnent que des résultats aussi court-termistes. Il faut beaucoup de temps pour nous débarrasser des tares héritées de tant de siècles de colonisation. Beaucoup de temps pour se débarrasser de certains concepts fumeux qui ont pourtant forgé notre imaginaire. Au sein de Mansa, donc, nous avons choisi de nous concentrer sur 5 axes bien définis. Nous avons priorisé les 5 premières thématiques suivantes. D'abord, comme je l'ai dit plus tôt, la gouvernance et les institutions. Qu'est-ce qu'on rejette au niveau de la démocratie? Tout d'abord, ce qu'on rejette, c'est cette dictature des cycles électoraux. Qu'est-ce qui se passe tous les 5 ou 7 ans? Pour élire le chef, on remet tout à plat. Tout ce qui s'est passé les 5 précédentes années est détricoté de manière minutieuse. Un État ne peut pas se construire comme ça, de manière sérieuse et dans la durée. Il faut clairement que l'on renonce à cette dictature des cycles électoraux. Totalement oublier la démocratie telle qu'on nous l'a présentée jusqu'à présent. C'est une vaste escroquerie et il faut le reconnaître parce qu'elle ne nous a rien apporté. Elle nous a apporté quoi? Des guerres, elle nous a apporté la misère, elle nous a apporté la division, elle nous a apporté le tribalisme. Alors déjà à ce niveau, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la question de la gouvernance de la démocratie, surtout de la dictature électorale dont il est question en effet? Je crois que c'est un point extrêmement important qu'il faut donc traiter parce que sans une bonne gouvernance, il n'y a pas de prospérité. Mais le vrai problème, c'est non seulement le système démocratique tel que nous l'avons importé, tel que il nous a été donc imposé, d'accord, mais c'est les hommes. La vérité, ce sont des hommes. Quel que soit le système, il nous faut des hommes droits. C'est parce que nous avons des hommes méchants, des hommes égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs poches, à leur famille, à leurs proches et qui ne servent pas les intérêts donc de nos États. Il y a donc ce qui se passe, les coups d'État ou la souffrance de la population. Quand il y a des hommes droits et quand ces hommes droits se multiplient, le peuple ne peut que prospérer, le peuple ne peut donc
qu'être dans la joie. Il nous faut des hommes droits. Comment avoir des hommes droits? Quelle est donc la solution miraculeuse pour qu'il y ait des hommes droits dans nos pays? Quelle solution ou quel système de gouvernance, quel système de démocratie permettrait donc de faire à ce que les hommes droits soient sûrs à la tête de nos pays? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? On espère que Mansa nous apportera une solution, un modèle qui permettra d'avoir des hommes droits, des hommes qui ne pensent qu'au peuple, aux intérêts premiers du peuple. Continuons. La gouvernance occupe certes une place importante en raison de sa forte influence sur nos vies et sur notre cité au quotidien. Mais il y a aussi l'éducation et les coutumes et les valeurs. L'organisation du système éducatif dans nos pays, notamment celui que je connais en Côte d'Ivoire, il est totalement dépassé. D'abord, vous avez le même système qui perdure depuis 1950, depuis la période des indépendants jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a rien qui a été changé. Donc on ne peut pas produire de nouveaux éléments. Le système éducatif que nous avons, je vous le dis clairement, est un système qui prépare à l'assujettissement, mais qui ne prépare pas à la compréhension des problèmes et à la solution. Nous avons un système éducatif qui promeut ceux qui sont capables de répéter à l'infini ce qu'on lui a dit la veille au soir, et le premier est celui qui est capable de répéter cela à l'infini. Avec quoi pensez-vous que l'on puisse développer nos pays si c'est ça qu'il faut utiliser? Nous avons des études récentes, notamment au Burkina Faso, qui montrent que 97% de la population estime que les légitimités traditionnelles sont garantes de la paix. Vous avez dans ce pays le rôle éminemment important que le Moro Naba joue, justement, en étant au-dessus de la mêlée, mais en étant une sorte d'autorité morale qui empêche certaines dérives. Sans culture, sans éducation, nous ne sommes absolument rien. Il faut dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a urgence à s'attaquer à tous ces travers. Ceci n'est qu'un patchwork de quelques réactions extraites des débats, des discussions sur ces questions de gouvernance et institutions. Alors, quelques mots pour l'éducation, rien à ajouter. Surtout à l'université, par exemple, déjà, même il faut commencer au primaire. Mais à l'université, on voit que nous sortons de l'université avec des concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité de nos pays. Et il y a du mal donc à les appliquer et également à les mettre au service du développement du pays. C'est quelque chose qu'il faut absolument revoir. Tout le système éducatif doit être revu. Quant à la culture, aux valeurs, il y a quand même un point qui me dérange. La culture, c'est important de ne pas la dénier. Mais toutefois, le fait qu'on insiste sur les traditions, les pratiques ancestrales ou les dieux de nos ancêtres, certaines défendent l'idée qu'il faut revenir forcément à ces dieux, qu'il faut mettre fin au christianisme ou encore à l'islam ou d'autres religions qui sont donc pour eux des religions donc importées, certes. Mais je pose la question, est-ce que c'est réellement là la solution? Parce que si c'était le cas, les dieux de nos ancêtres auraient pu nous défendre et nous préserver de la colonisation et de toutes les souffrances que nous avons subies donc en Afrique. Je crois que ce n'est même pas un combat qu'il faut mener parce que c'est un domaine personnel. La chose qu'il faut donc s'assurer, c'est qu'elle ne soit pas, en tout cas la foi, ne soit pas utilisée pour nuire au prochain. Les pratiques ancestrales, des fois, sont utilisées aussi pour nuire au prochain. Et même dans l'Église, maintenant, plusieurs pasteurs, faux pasteurs, donc, se servent de la Bible pour détruire des populations. Et l'islam également, il y a des dérives. Oui, on peut combattre ces dérives, les condamner, mais croire que c'est parce que nous avons été colonisés et donc la religion qui est amenée, c'est une religion qui nous a été apportée, c'est une religion donc importée et forcément c'est mauvais et qu'il faut revenir aux pratiques ancestrales. Je crois que de tels combats mèneraient donc à la ruine. Et je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le problème ne doit pas, le combat ne doit pas être au niveau des religions et de la foi individuelle. Chacun libre de faire son choix, pourvu que ce choix n'impacte pas, ne nuise pas donc au bien-être de l'autre. Chacun répondra donc de son choix au dernier jour, ça c'est certain. Dis-moi ce que tu en penses, on continue. Autre thème auquel Mansa s'est attaqué et qui va faire encore longtemps l'objet d'un travail méthodique, l'économie et les finances. Un thème tout aussi capital auquel il faut vite apporter des réponses pour changer les conditions de vie des populations. Il faut des décennies de croissance soutenue pour sortir les populations de la pauvreté. Donc notre modèle ne se prête pas à avoir une croissance soutenue de manière consistante. Ce qui fait que cette croissance dont tu parles, elle monte, elle descend, elle est rarement à 2 chiffres,
très rarement à de chiffres. Je pense que quand on est à 8%, on est très content. Mais quel est le taux de croissance de la population dans nos pays? En ce qui concerne les richesses, et en particulier les richesses minières, ce que j'observe dans beaucoup de pays, mon pays d'origine, la Guinée, au Congo que je connais un peu, au Zimbabwe que j'ai visité, au Gabon, au Nigeria, c'est qu'il y a très peu de transformation de ces matières premières. Je travaillais dans un pays qui faisait, dans une compagnie qui faisait de l'exportation de bauxite. Vous savez c'est quoi la bauxite? C'est juste des cailloux qu'on concasse, qu'on sort du sol, qu'on concasse, qu'on sèche et qu'on exporte. Et on consomme cette bauxite-là en achetant des feuilles d'aluminium, des choses comme ça. Mais la matière première, chez nous, aucune transformation locale. Quand il n'y a pas de transformation locale, il n'y a pas de valeur ajoutée locale, il n'y a pas d'effet d'entraînement sur l'économie, il y a très peu de création d'emplois. Donc ce modèle colonial-là, il a été répliqué partout. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que on n'a aucun contrôle sur la fixation du prix de ces matières premières-là. La bauxite que je connais, les prix ne sont pas décidés en Guinée. Ils sont décidés sur des bourses à Londres ou ailleurs. Le pétrole, c'est la même chose. Le café, cacao, c'est la même chose. Le coton, c'est la même chose. Donc, quand les prix sont bons, alhamdulillah, on a des recettes importantes. Quand les prix sont bas, on a des recettes qui déclinent. Ce qui fait que vous regardez nos taux de croissance, ils font yo-yo. On a rarement vu, ou jamais vu, sur des longues périodes, des taux de croissance qui croissent. Nous sommes confrontés à des importations, très grandes importations de ces denrées alimentaires qui ne sont pas toujours sains, très sains pour notre santé et qui parfois dans les pays où ils sont produits ne sont pas soumis aux mêmes règles qui sont consommées dans leur pays de production et qui sont produits exclusivement parfois pour nos pays africains, donc où on n'a pas trop de regard et ils le produisent pour que ça soit moins cher. Tout est vraiment lié. Et le cinquième thème prioritaire de Mansa est bien entendu celui des sciences et des technologies, avec un accent particulier d'abord mis sur notre bien le plus précieux, la santé. Vous avez aujourd'hui un drame dans la plupart des pays africains. On manque de médecins, on manque d'enseignants. Mais imaginez-vous le nombre d'enseignants africains qui enseignent en Europe, qui enseignent aux États-Unis. La raison est très simple. Les dirigeants africains considèrent à certains égards leurs adversaires comme des ennemis. Je ne parle même pas d'adversaires. Leur diaspora, autant pour moi, comme des ennemis et même pas comme des adversaires. Et dans ce jeu de dupes, les autres en profitent. Il y a un déficit en tous les niveaux, en termes d'infrastructure, en termes de ressources humaines, de qualité, même s'il y en a qui sont très très bons, mais les infrastructures, en termes de système d'organisation, en termes même de production, notamment le Maghreb, j'ai vu il y a encore une trentaine d'années, et on n'avait rien à envier à ces hôpitaux-là. Aujourd'hui, c'est les Africains qui vont se faire soigner, les Africains du sud du Sahara, qui vont se soigner au Maghreb. Alors que souvent, ces étudiants sont formés à Dakar. En réalité, au-delà de la santé qui est vitale, sans jeu de mots, une attention particulière doit être accordée au numérique et à l'intelligence artificielle. C'est cela l'avenir. Mais on ne peut pas dire que nous soyons des champions dans ce domaine. Nous sommes des passoires. L'Afrique assume d'être un comptoir. Notre rêve, c'est de trouver un puits de pétrole, un gisement de quelque chose à exporter. Et pour consommer frénétiquement le dernier portable, la dernière chose que nous disons nous-mêmes, dernier cri. Nous sommes dans cette posture, de l'État jusqu'aux citoyens. C'est dramatique, tout simplement. Mais l'Afrique est complètement hors jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne maîtrise rien. Et les leaders et les dirigeants ne sont même pas conscients des enjeux que représente le numérique aujourd'hui et l'intelligence artificielle qui est la continuité du numérique. Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciens
notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux, ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. En réalité, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'Afrique. Un moment où, malgré l'appétit de plus en plus vorace des grandes puissances, qui ont plus que jamais besoin de nos matières premières et de l'immense marché que nous représentons, sont fragilisés à la fois par le contexte géopolitique, mais également par la prise de conscience de la jeunesse africaine qui n'entend plus se faire marcher sur les pieds. L'Afrique de papa a laissé place à une Afrique plus avisée et plus jalouse de ses intérêts. Mais cette prise de conscience doit s'appuyer sur un projet de société clair, efficace et organisé. Cette nouvelle Afrique doit être repensée par tous ses enfants. Mansa n'est pas l'affaire de quelques personnes. Elle est le chantier de tout un continent pour organiser son avenir, pour se fixer un cap sans complexe, pour retrouver son identité et aller à la conquête du monde. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Ensemble, repensons l'Afrique pour ne pas retomber dans les griffes de ceux qui dessinent déjà et encore un nouveau plan pour nous. Alors, cher ami, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout cela, le projet Mansa. Que penses-tu? Quels sont les obstacles éventuels? Comment, bien évidemment, relever le défi donc de pouvoir travailler ensemble? Parce que c'est là le grand défi que je vois dans ce projet, le mot ensemble. Ensemble, traçons notre voie. Leur vision est claire, réunie, en tout cas, mobiliser toute la communauté africaine derrière ce projet. La grande question qui se pose, c'est si tout le monde va y adhérer. On connaît bien sûr des gens qui travaillent toujours dans leur propre intérêt et je crois qu'ils vont rencontrer d'énormes obstacles sur ce chemin parce que celui qui vient toujours vouloir bouleverser des habitudes est toujours vu immédiatement comme un ennemi. On espère que voilà, l'équipe s'est bien préparée pour affronter ces oppositions. Que fais-tu ou que peux-tu faire pour pouvoir soutenir cette initiative? Moi, je pense que le travail doit se faire au niveau individuel d'abord, au niveau de nos communautés, au niveau de nos familles et entreprises. Il faut que nous apprenions déjà ce que c'est que la droiture et le travail dans l'intérêt collectif, que nous puissions être prêts à travailler ensemble. Nous cherchons souvent notre propre intérêt et nous voulons travailler bien sûr, donc seul. Le problème, c'est que quand on travaille en équipe, on a aussi ce défi, cette difficulté, c'est que certains ne mettent pas la main dans la pâte comme il le faut, certains ne se donnent pas à fond comme il le faut, et ceux qui essaient de pousser l'équipe sont très souvent et rapidement donc épuisés. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout cela. Très bon succès à ce projet. En tout cas, j'espère qu'ils iront dans le bon sens, en croissant. Et nous espérons avoir un résultat ou des résultats voilà, dans les mois, les années à venir. On espère bien. Voilà, plein succès à toi dans ce que tu fais également et on se dit à très bientôt. Au revoir.